Alors bonjour à tous, merci d'être là et merci aux mes invités, donc Sabine de Serre France Seine-Normandie, Philippe Kunter de chez BPI et Thomas Le Sueur, commissaire général au développement durable. On est très content de vous accueillir sur cette conférence sur le sujet de l'évolution de la RSE et de l'impact et ce qui va nous attendre à court, moyen et long terme, à la fois au niveau réglementaire mais aussi sur les tendances qui se dessinent et l'intérêt qu'ont les entreprises aujourd'hui de se lancer et d'investir dans le développement durable et dans l'impact. Ce que je vous propose pour commencer, peut-être en 1 ou 2 minutes chacun, c'est de vous présenter, expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et vos domaines de compétences sur ces grandes questions. Sabine, tu veux commencer ? Bonjour à toutes et à tous, donc Sabine Angelbert, directrice de Serre France Seine-Normandie. Alors Serre France Seine-Normandie, c'est une société de services qui apporte du conseil et qui est spécialisée aussi en expertise comptable, et nous accompagnons des TPE-PME. Voilà, donc tous les sujets dont on va parler aujourd'hui, c'est au cœur de l'accompagnement qu'on peut proposer aux entreprises qui sont nos clients. Je fais dans l'ordre, Philippe. Oui, bonjour à tous, très heureux d'être avec vous pour ce webinaire. Alors, moi je représente BPI France. BPI France est à la fois une banque, un investisseur, un réseau d'entrepreneurs. On nous qualifie très souvent de cette manière. Et dans ce contexte, moi donc je dirige les activités de développement durable et de RSE au niveau du groupe, à l'appui de nos métiers bien sûr, qui sont en contact avec les entrepreneurs, mais aussi beaucoup à l'extérieur directement avec les entreprises, pour aider les entrepreneurs à monter en puissance sur les sujets de la RSE, de l'intégrer dans leur modèle d'affaires et donc de créer de la valeur. Mais nous y reviendrons. Et Thomas ? Oui, merci Noël. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, Thomas Le Sueur, je suis commissaire général au développement durable et délégué interministériel au développement durable. Concrètement, en fait, je suis à la tête d'une direction d'administration centrale du ministère de la Transition écologique, une direction qui est une direction au fond transversale, une direction des études, de la connaissance, mais aussi une direction qui cherche à intégrer l'ensemble des enjeux de la transition écologique et au-delà, le développement durable, c'est un peu plus large encore, et notamment avec un service de l'économie verte et solidaire qui contribue, qui participe aux côtés du ministère de l'économie, des finances et de la relance, eh bien, aux discussions internationales, aux discussions interministérielles autour de la réglementation pour les entreprises et donc notamment sur les questions de RSE qui vont un petit peu nous nourrir nos échanges cet après-midi. En tout cas, on est ravis de vous avoir tous les trois parce que vous avez chacun une vision assez complémentaire sur ces sujets de RSE. Sabine, toi, de ton côté, tu accompagnes plutôt avec Serre France des entreprises qui sont des TPE-PME. Et donc, c'est très intéressant d'avoir un peu la vision que tu as sur cette typologie d'entreprise. Quelles questions est-ce qu'ils se posent, là où ils en sont dans leur démarche. Et donc, ça représente la majorité du tissu économique français. Donc, ton retour sur ces questions sera très précieux pour nous. Philippe, de ton côté, toi, tu as une double vision, à la fois investisseur, donc on est sur la partie ESG, fonds d'investissement, mais BPI France accompagne aussi des milliers d'entreprises innovantes, en croissance, qui ont des enjeux au niveau des talents et au niveau de différenciation de la concurrence en France et à l'étranger. Donc pareil, il y aura aussi un avis de ta part qui sera très intéressant là-dessus. Et Thomas, au niveau réglementaire et au niveau plus haut de l'échelle, au niveau national, pareil, je pense que ça sera très complémentaire avec les avis de Sabine et de Philippe. Alors pour commencer, on va avoir le temps dans ce webinaire de parler de l'aspect réglementaire, mais aussi de l'intérêt en termes de compétitivité de faire de la RSE. Et pour commencer, j'aimerais vos avis et vos retours sur la tendance que vous ressentez dans les évolutions actuelles de la RSE. Parce que la RSE, on en parle quand même depuis très longtemps. Et en tout cas, à ZEI, on sent qu'il y a une dynamique qui s'est lancée peut-être il y a 2 ou 3 ans. Et on sent que ces sujets sont en plein boom partout dans les entreprises, à la fois chez le grand public, mais aussi chez les TPE, les PME, les ETI, et au niveau également des collectivités, des régions et au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre ressenti par rapport aux parties prenantes que vous côtoyez et qui peuvent vous faire ce genre de retour ?
Philippe, toi qui as une double casquette, tu veux peut-être commencer? Bon, voilà, excuse-moi le temps de mettre le son. Donc j'ouvre le feu, si on peut dire, si je puis dire. Oui, alors, on constate depuis, il y a un effet d'accélération de ces sujets manifestement, et je dirais depuis la pente d'accélération, allez, on va dire 2 ans, 2, 3 ans. C'est pas totalement lié à la crise sanitaire, parce qu'avant la crise sanitaire, je dirais, les forces en présence, comme on a l'habitude de le dire, étaient là. Elles étaient là. On a fait des études d'ailleurs en 2018 sur la RSE. Donc, et on a assisté progressivement à une intégration de plus en plus forte des dimensions de la RSE, donc des questions environnementales, des questions sociales et du pilotage de l'entreprise, hein, que l'on appelle pour les plus grandes entreprises la gouvernance, dans les modèles d'affaires. Donc il y a une véritable accélération. Là-dessus, c'est greffé la crise sanitaire, sur lesquelles il y a eu une augmentation et un besoin de sens massif de la part des hommes et des femmes, des salariés, des citoyens, des exigences de redevenir acteurs de leur vie, de leur parcours et de vouloir partager ces sujets, pas seulement d'ailleurs en privé, mais aussi dans les cénacles d'entreprise. Ça, c'était extrêmement intéressant. Donc, il y a cette montée en puissance avec tout un ensemble, je dirais, de constatations. Bien sûr, des rapprochements importants entre la sphère financière et la sphère extra-financière, Vigeo, Moody's et d'autres. Donc, on voit très bien que tout converge. Nous, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, on ne fait plus du business comme auparavant. Pour les entrepreneurs, c'est ce que nous voyons. Ça signifie qu'aujourd'hui, un entrepreneur ou une entrepreneur, et qu'il s'agisse de TPE, PME, ne peut plus simplement être focus, et nous y reviendrons à travers certaines études dont je donnerai des éléments un peu plus tard, ne peut plus simplement avoir pour objectif que de la croissance à tout crin et faire remonter du résultat. Il y a une attention extrêmement forte, bien sûr, aux salariés qui sont dans l'entreprise pour leur donner du sens, pour faire des projets d'entreprise autour de ça. D'ailleurs, la loi Pacte, on y reviendra aussi, et la raison d'être ont fait et ont bousculé un petit peu les choses, hein, pour faire monter à bord tout un ensemble de réflexes, d'attentes, de participation. Et donc, aujourd'hui, un entrepreneur doit tenir compte de ces dimensions, hein. On n'y est pas encore, on n'est pas à la cible, mais en tous les cas, il y a une accélération, mais massive. Et je dirais que, pour rejoindre un peu le thème du webinaire, l'impact, c'est un peu la nouvelle frontière, c'est un peu le nouveau cap en fait de la RSE dans le paysage tel qu'on le constate aujourd'hui sur l'intégration, je dirais, sur un territoire, donc la notion de territoire très importante, de dimensions et d'actions liées à l'environnement, au social et à la manière de diriger et de piloter son entreprise. Ça, c'est un élément qui ressort énormément en ce moment. Nous, on le ressent aussi. J'ai la chance d'être à la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Leur message est un peu provocatif, mais ils distinguent justement la RSE à la papa, voire à la papy, avec l'impact, qui implique la transformation des modèles d'affaires. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Sabine, je ne sais pas si de ton côté, chez les TPE-PME, tu ressens la même tendance sur cette transformation des modèles. Alors, là, le besoin de sens qu'évoquait Philippe, enfin, il y a un aspect systémique là, dans ce qu'on vit. Il y a à la fois des réglementations qui évoluent. Il faut qu'on en reparle parce que ça a quand même un rôle hyper important. Il y a déjà de la réglementation, j'allais dire, ancienne, qui commence à porter des effets parce que la réglementation qui impacte les grands groupes commence à impacter les plus petites entreprises. Donc voilà, on commence à voir cet effet-là. Un effet qui est mis en exergue avec la Covid, quand même une préoccupation de l'environnement et retrouver un équilibre de l'humain dans son environnement. Voilà, il y a un besoin de confort et de lien avec l'entreprise qui est différent. Donc finalement, ce qui est le plus pressant pour les entrepreneurs de très petites entreprises aujourd'hui, c'est presque plus ce que la société, les expressions de la société qui se traduit notamment par les personnes qui sont recrutées. Alors, nous, on accompagne pas mal d'agriculteurs et de structures qui tournent autour de l'agriculture. Et là, c'est très prégnant. La société a émis un certain nombre d'attentes
la réglementation a évolué et aujourd'hui, nos clients réfléchissent à changer leur modèle de culture. Enfin, en plus, l'agriculture, ça se fait sur une échelle longue, mais se questionnent sur les attentes des clients, la manière dont ils peuvent travailler différemment. Et ça passe par de la mesure. Enfin, on y reviendra, mais il y a des étapes. Donc, il y a des changements signifiants qui sont pour les entreprises qui n'étaient pas PME les plus averties, effectivement, une prise de conscience que il faut choisir ses actions et les actions de RSE qu'on doit choisir aujourd'hui, il faut les choisir en fonction de l'impact qu'elles ont. C'est plus seulement on se fait plaisir et on sélectionne des actions parce qu'on pense que là, il faut pas. On voit qu'il y a des signaux de passage de gestes du quotidien à je choisis des actions qui font du sens et qui ont de l'impact. Voilà. Mais la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est en tout cas pour les toutes petites entreprises qu'on accompagne, ça reste des signaux faibles. Voilà. Et j'allais dire, nous, notre enjeu en tant que société de service, c'est de faire prendre conscience et d'accompagner tous nos clients pour qu'ils ne perdent pas. Voilà. Comme ça s'accélère, il ne faut pas rater une étape. Et les donneurs d'ordre, là, le signal très clair pour le coup, pour revenir à ce que j'ai dit au début, les grands groupes ont évolué et donc les donneurs d'ordre qu'ils sont ont des attentes de leurs fournisseurs en la matière. Voilà, donc là, le signal premier, je vais dire, ou le plus prégnant, c'est celui-là. Et puis après, des chefs d'entreprise qui veulent voir la vie différemment et des salariés qui poussent aussi. Donc voilà, il y a toutes les forces, j'allais dire, l'ensemble des parties prenantes bougent et donc ça fait l'émergence ou l'accélération actuelle. Donc, il y a la partie aussi client qui impose ses données aux fournisseurs, ce qui les force à se mettre en marche. Et Thomas, de votre côté, au niveau du ministère? Oui, je souscris très largement à ce que Philippe et Sabine ont dit. Je pense qu'on est dans une phase d'accélération, peut-être pour compléter, souligner que la RSE, disons au départ, peut-être celle à la papa évoquée dans la Convention des entreprises pour le climat, c'est effectivement un cadre réglementaire qui concerne surtout des entreprises d'une taille importante, une obligation de rapportage extra-financier, de transparence. Bon, et finalement, c'est quand même d'abord de la contrainte, sauf pour certains acteurs qui en ont fait une opportunité, qui se sont dit, tiens, c'est une manière de me démarquer. Mais ça, je parle des années 2010, 2015. Et effectivement, les choses ont profondément changé, non pas que la réglementation ait diminué, elle s'est plutôt étendue. Elle a été renouvelée, notamment par la loi Pacte que Philippe a mentionné à juste titre, qui a en plus ajouté, c'est pas tout à fait de la RSE, mais ça y participe, la raison d'être, les sociétés à mission, il y en a 500 aujourd'hui, donc des nouveaux instruments qui contribuent à accélérer. Mais je crois que le plus fondamental, et ça ressort très bien de ce que Sabine a indiqué, c'est que au-delà du cadre strict de la RSE, donc je vais pas redonner la définition de la RSE, mais il y a une définition européenne, j'en profite pour la glisser, qu'on partage ce vocabulaire, c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Et je crois que le levier aujourd'hui le plus important de cette tendance d'intégration donc de préoccupations sociales et environnementales, c'est qu'en fait tout notre cadre économique et en large partie juridique est en train d'évoluer. On le voit parce que on a fait une loi climat et résilience qui est assez volumineuse, avec 300 articles environ. On voit que les voitures s'électrifient, on voit que les normes, par exemple sur l'agriculture, ne font que s'intensifier, que la PAC se verdit, etc., etc. Et ça, c'est pas strictement de la RSE, mais ça interroge forcément les modèles d'affaires, ça interroge forcément les modes de faire. Et puis il y a également cette pression, pression, le mot est peut-être un peu défavorable, mais ce changement culturel, sociétal, qui se voit à travers les salariés, qui se voit à travers les parties prenantes. Tout ça converge pour que les entreprises se disent il y a des changements plus profonds, plus structurels à faire, et ce n'est pas juste parce que c'est une obligation réglementaire de faire du rapportage extra-financier, de m'inscrire dans la RSE, c'est bien parce qu'on change les choses en profondeur et tous les signaux convergent. Donc, j'aurai sans doute l'occasion de revenir un petit peu sur la présentation aussi des niveaux d'ambition qu'on doit avoir collectivement dans le cadre de la transition écologique. Mais encore une fois, je pense que
et c'est pour ça que c'est le mot impact qui est le plus important. Il y a une conscience collective de plus en plus forte du fait que nous avons des impacts en grande partie négatifs et qu'il faut qu'on ait des impacts positifs. Écoutez, très, très bien. Donc, sur la définition justement de l'impact et la RSE, comment est-ce que vous le distingueriez? Parce que RSE, c'est un mot qu'aujourd'hui tout le monde connaît. L'impact, c'est quelque chose de beaucoup plus récent et il n'y a pas encore de définition universelle. Il y a la finance à impact, il y a des modèles à impact, il y a du conseil à impact. Et on le met un peu à toutes les sauces, les startups à impact. Comment est-ce que de votre côté, de votre vision, on définirait justement cet impact VS à la place de RSE ou en complément de RSE? Je ne sais pas à qui la question s'adresse. C'est lui qui va y répondre. Je pense qu'on a tous des morceaux de réponse, mais je peux peut-être juste dire un mot sans brider la parole de quiconque. Je pense que un mot qui n'est pas évoqué là, mais qui est pourtant aussi très souvent utilisé, c'est responsable. Hein, je pense que tout ça tourne quand même autour des mêmes intentions. Ce que je trouve intéressant dans Impact par rapport à RSE, c'est que RSE, à la fois, c'est comme ça, a déjà quelques années et donc peut paraître un peu vieillissant. C'est pareil avec développement durable. Les gens qui se disent « Oh là là, le développement durable, c'est derrière nous ». En fait, non, c'est toujours devant nous. Mais bon, maintenant, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on en parle. Donc, on a l'impression qu'il faut passer à autre chose d'encore plus moderne, d'encore plus contemporain. Donc, ça, c'est un peu l'effet de mode. Je pense qu'on peut le surmonter. Mais ce que je trouve très intéressant dans Impact versus RSE, c'est que RSE, c'était quand même une logique plutôt de restitution, de compte-rendu, sur lequel il y a encore beaucoup de progrès à faire et de sécurité à donner, de fiabilité des données à apporter. Mais c'est quand même de la restitution d'informations, alors que quand on parle d'impact, on se préoccupe d'être sûr que ça va changer quelque chose, que ça va avoir une conséquence, un impact. Et il est vrai que les actions de RSE, si la conséquence c'est juste d'avoir rempli un document extra-financier pour faire plaisir aux parties prenantes, je caricature, c'est pas faire plaisir, mais remplir une obligation et puis avoir quelques éléments de communication, c'est évidemment pas satisfaisant au regard des enjeux. Quand on parle impact, on exprime, je crois, un volontarisme et une attention aux résultats qui est plus forte, et c'est en ça que je trouve que c'est un progrès. Moi, je vais prendre la balle au bon, Thomas. Nous, on considère la RSE comme la déclinaison opérationnelle des principes du développement durable. Donc, très opérationnel, très business, au cœur des modèles des entreprises, des startups, des TPE, des PME, des ETI et des plus grandes. Donc, ça veut dire très concrètement, c'est d'intégrer dans les processus à la fois des actions très concrètes sur le plan environnemental, on l'a dit, social, sociétal et sur le pilotage des entreprises. Ça crée de l'innovation, ça crée du sens, ça crée de la valeur, des valeurs qualitatives et quantitatives. Bref, ça met l'entreprise en marche. S'agissant de l'impact, je disais tout à l'heure que c'est un peu le nouveau cap de la RSE. Et moi, j'avoue que j'épouse assez bien les guidelines qui ont été données par la commission ESG de France Invest, la commission Impact de France Invest, notamment par Mathieu Cornietti, on en avait déjà parlé, avec trois principes en fait, trois critères. Le premier, c'est le principe de l'intention. L'impact, c'est pas a post. Ça veut dire qu'il faut avoir préalablement l'intention de créer de l'impact dans sa réflexion, dans sa structuration et dans les actions qui sont mises en œuvre, à la fois pour soi-même et surtout à destination, je dirais, des entreprises pour l'investisseur qui sont mises en œuvre. Le principe de l'additionnalité me semble très important. C'est à investisseur comparable. Qu'est-ce qu'un investisseur qui ne serait pas dans l'impact n'aurait pas fait, etc. Donc, c'est la petite couche supplémentaire qui est apportée dans le cadre de cette vision et en projection pour créer de l'impact. Et là, on est dans des choses très concrètes dans le domaine de la santé, de l'éducation, etc. Et puis, le troisième élément, c'est qu'il n'y a pas d'impact s'il n'y a pas de mesure, quelque part. Donc, ça veut dire qu'il faut jalonner, il faut phaser, mais très en amont, et le construire également dans les systèmes de rémunération. Il faut aller assez loin, sur tout le chaînage, des mesures sur des critères qui sont choisis,
qui sont suivis dans le cadre du processus. Je parle encore une fois pour les investisseurs. Et donc, pour arriver à l'état final, de mesures d'impact à la fois sur l'ensemble des domaines qualitatifs et y compris quantitatifs. Très clair. Alors, on a commencé à parler de tous les enjeux qu'il y avait en termes de marque employeur, en termes de différenciation de la concurrence, d'attraction des investissements. Mais ce qui serait intéressant, ça serait qu'on présente un petit peu tout ce qui est en train d'arriver sur la partie réglementaire, parce que c'est également un levier, heureusement, d'accélération de la RSE et de l'impact. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui arrive à court, moyen et long terme, à la fois côté des TPE-PME, mais aussi chez les fonds d'investissement et chez les ETI et les grands groupes? Est-ce que vous voulez que je commence? Je suis peut-être le plus impliqué dans ce volet réglementation, mais il est très foisonnant. Hein, et donc, comme je ne vais pas passer une heure, je vais vraiment couper un peu dans les virages. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un cadre européen, une directive européenne qui est en cours de renégociation. Hein, alors, elle change de nom, maintenant c'est la directive CSRD, qui va étendre les obligations de rapportage extra-financier, les intensifier, les rendre même obligatoires. Et ça, c'est vraiment une étape, je crois, importante dans l'évolution de la réglementation européenne en matière de RSE. Et d'ailleurs, pour j'allais dire, permettre aux entreprises de s'entraîner, et celles qui sont dans le cadre de cette directive ou celles qui souhaiteraient à titre volontaire, et elles sont nombreuses, s'y engager, il y a une plateforme qui a été mise en place, plateforme impact.gouv.fr, par le ministère de l'économie et des finances et de la relance, et qui permet de structurer justement son rapportage extra-financier et de se préparer à cette échéance. Ça, c'est quand même le point majeur. Parce que là, c'est clairement de la RSE, c'est l'objet même de cette directive. Maintenant, tout autour, il y a beaucoup de choses qui existent ou qui évoluent. Il y a une norme ISO qui est importante, une question de savoir si elle va être révisée. Il y a bien entendu tout un tas de labels un peu foisonnants, pas toujours facile d'ailleurs pour que chacun puisse s'y repérer. Ce n'est pas de la réglementation, mais c'est quand même un cadre qui permet d'avoir des repères et puis de faire valoir les efforts et les attentions portées à la RSE. Et puis des choses qui relèvent de la RSE au sens un petit peu plus large que les strictes obligations de rapportage. Et je pense en particulier à la taxonomie verte, dont le premier volet est en train de s'achever là, dans les tout prochains jours, avec question de l'inclusion de certaines formes de production énergétique. Je n'en dirai pas plus pour ne pas prononcer des mots sensibles. Et donc, cette taxonomie, elle est extrêmement structurante puisqu'elle va permettre d'avoir ce cadre commun. Je rappelle ce que c'est, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas. C'est un cadre commun à l'échelle européenne qui permet de définir les investissements qu'on va qualifier de verts, c'est-à-dire ceux qui pourront contribuer, investissements qui contribueront à la transition écologique. C'est fondamental parce que les investisseurs, les financiers, considèrent aujourd'hui, ont pris conscience qu'à horizon de 20-30 ans, les investissements qu'ils financent, sur lesquels ils calculent leur retour sur investissement et donc la rentabilité de l'investissement, eh bien, comportent de plus en plus d'incertitudes sur le fait de savoir si ces actifs seront encore réels ou au contraire échoués, ayant perdu toute valeur parce que devenus incompatibles avec le climat et avec les obligations qui vont probablement augmenter pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, ce besoin de prévisibilité, de qualification des investissements a conduit à l'élaboration de cette taxonomie qui commence à aboutir à être définie, qui va s'étendre sur d'autres secteurs. On est parti surtout des investissements, disons, à caractère énergétique. Et ça aura un effet de cliquet, enfin pas de cliquet, un effet de propagation très important parce que on peut imaginer que progressivement, c'est surtout les investissements verts qui seront financés. En tout cas, le ministère de la Transition écologique, c'est plutôt cela que l'on souhaite, bien entendu. Mais du coup,
derrière un investissement vert, pour sécuriser cet investissement, il y aura d'autres investissements dont on dira attention, il faut que ce soit compatible avec cette taxonomie. Donc, vous voyez, à travers ça, parce que quand même l'argent c'est pas rien dans le business, eh bien il y aura une pression qui va s'accroître pour que tous les acteurs prennent en compte cette taxonomie et finalement s'investissent de plus en plus dans la RSE. C'est un des éléments de ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir qu'il y a tout un environnement, un contexte qui exerce une pression, une orientation croissante pour tenir compte de ces externalités environnementales. Et je ne voudrais pas parler que d'environnement, il y a également la dimension sociale et économique, les trois piliers du développement durable. Moi, je porte bien les trois ensemble, mais c'est vrai que ce qui bouge le plus aujourd'hui, ce qui est le plus structurant dans l'évolution réglementaire, puisque c'était la question, c'est bien le volet environnemental. C'est lui qui crée la dynamique. Alors, je ne sais pas si on le fait toujours dans cet ordre, mais c'est pour ça, bon, je poursuis. Donc, effectivement, la réglementation, ce qui est très important de comprendre, et Thomas l'a bien souligné, c'est la déclinaison de la réglementation européenne avec trois volets majeurs. Le premier volet, c'est de drainer les flux de capitaux vers les domaines à enjeu, et notamment le climat et l'environnement. Là-dessus, il y a un effort financier colossal avec des moyens importants pour aider les entreprises justement à gérer leur transition, leur adaptation, etc. Le deuxième sujet, c'est d'intégrer ces dimensions-là donc dans le pilotage des risques. À la fois diminuer les risques et créer de la valeur. C'est toujours les deux versants de la montagne. Il ne faut jamais en oublier l'un par rapport à l'autre. Et le troisième versant, le troisième domaine, c'est la transparence. La transparence, c'est-à-dire il est demandé à l'ensemble des acteurs et des entrepreneurs de reporter, de communiquer sur ce qu'ils font. C'est aussi l'esprit de la loi Pacte, naturellement, c'est de rendre compte et de faire savoir. Alors, c'est vrai que tout ceci, je ne vais pas paraphraser Thomas, c'est très structurant. La taxonomie, ça va s'adresser à tout le monde. Ça va être le langage commun. Le langage commun, et la difficulté consiste à partir des textes qui sont quand même assez robustes, on ne va pas se le cacher, de les décliner opérationnellement, chacun dans sa maison, sur les activités et que ce soit pris en compte de manière très opérationnelle. Donc là, en ce moment, il y a un énorme travail qui est fait, je dirais, dans les banques, chez les investisseurs sur ces sujets. Tout le monde s'empare. Et l'autre volet qui concerne certaines activités de la finance, comme par exemple l'investissement avec disclosure, SFDR, où là, il y a un travail effectivement encore plus précis pour qualifier les fonds d'investissement, pour qualifier les thèses d'investissement, les doctrines et rendre compte. On est vraiment sur le sujet de la prise en compte et de la communication sur les incidences négatives de durabilité, sur la durabilité, sur tous ces termes qui sont nouveaux, qui sont entrés dans le paysage et dont on doit s'acculturer, s'emparer pour justement que cela devienne finalement notre langage commun. Donc, très structurant, processus très lourd, on en a pour des années, naturellement. On est parti pour des années de travail dans ces domaines, donc très engageant pour la finance et les différents acteurs, les asset managers, les investisseurs, la banque. Et Sabine, de ton côté? Alors, pour compléter le sujet, là, on n'est pas sur un temps court, on est sur un temps plus long. Il y aura à un moment donné des normes de comptabilité que je vais nommer de triple capital ou extra-financière, voilà, parce qu'avec ma casquette expertise comptable, il y a des travaux qui sont menés à l'échelle européenne, à l'échelle des professionnels concernés. Donc ça se prépare et je pense que ce qui a été dit là est important pour les entreprises, c'est s'emparer des sujets. Parce que c'est des sujets qui sont nouveaux, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, le sujet n'est plus là. Le sujet, il est si demain on veut pouvoir faire du business et pouvoir valoriser son entreprise et son activité, il faudra avoir adressé l'ensemble de ces sujets. En tout cas, nous, avec notre posture très opérationnelle, c'est ce qu'on veut. On veut que les entrepreneurs soient préparés. Et je dirais même, un entrepreneur qui crée sa boîte aujourd'hui,
il n'a pas le choix que de se poser des questions de développement durable. Et moi, le terme n'est pas désuet, il me va bien, c'est les équilibres, voilà, et de travailler, pour revenir à la question précédente, la différence pour moi entre RSE et impact, c'est de l'ordre du moyen et du résultat. Quand on est sur l'impact, on est dans une logique de je vais mesurer du résultat et je dois m'engager au résultat le plus impactant possible, donc le plus grand possible. Et donc, il faut choisir, il faut connaître sa situation. Autant les grands groupes vont pouvoir adresser tous les ODD. Hein, je voyais, enfin, voilà, on peut y avoir une version très, très élaborée. Pour des plus petites entreprises, il faut choisir ses combats qui vont servir le monde et les parties prenantes. On n'a pas on n'est pas impactant sur tous les sujets. Donc, certains vont travailler le sujet du carbone, de la biodiversité, du bruit, de la pollution, du social. Donc, il faut choisir, connaître sa situation. Donc, il y a un enjeu de s'emparer de métriques, parce que alors en plus, il faut être hyper humble, c'est qu'il y a plein de sujets sur lesquels on a du mal à mesurer. Donc, parfois, on n'a pas encore les indicateurs, ils ne sont pas normés, difficilement se comparer, mais il faut quand même s'emparer de ces sujets de manière très pragmatique et puis commencer à mesurer un certain nombre se fixer des indicateurs et puis on avance par étapes. Alors, le sujet du carbone on commence à avoir savoir mesurer, ou en tout cas avoir des méthodes que l'ADEME nous donne pour avoir des référentiels. Même si parfois le référentiel il est questionnable. Tous les biologistes, les physiciens, etc., qui seraient peut-être autour de la table, vont toujours trouver qu'on mesure mal, mais en tout cas, il faut s'emparer de ces sujets. Voilà. Et la réglementation, même si elle ne s'applique pas à soi tout de suite, je pense que c'est important, et moi, si j'avais qu'un seul message aujourd'hui, c'est de dire qu'elle arrive à grands pas, mais à la fois, un entrepreneur, il vit pas que pour la réglementation, il doit il doit l'honorer, mais on ne fait pas un business en se disant en se levant tous les matins, effectivement, mon objectif, c'est de répondre à des obligations. Il y a une raison d'être, donc je reviens au sens et ce pourquoi l'objet social a été créé, et donc de réfléchir à comment on peut faire bouger l'objet social pour qu'il réponde à ces notions d'impact. Je trouve que la réglementation, elle est nécessaire, mais c'est un peu la carotte et le bâton. Si on peut anticiper ça et prendre, chercher du sens, embarquer les équipes sur un certain nombre d'indicateurs d'impact qui font du sens. Non seulement on anticipe la réglementation, on prend des positions de part de marché, on se donne les moyens de dialoguer avec un certain nombre de parties prenantes, voilà, et puis on creuse son sillon. En tout cas, c'est la vision que j'en ai pour les entreprises. Je me permets de… Pardon, Noël, on a une question notamment sur la réglementation européenne vis-à-vis des réglementations mondiales, américaines, asiatiques. Je pense que peut-être que Thomas pourra nous en dire un petit peu plus. Est-ce qu'elle est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce que, du coup, voilà, comment se place-t-on par rapport au reste? Merci, Laure. En fait, au-delà de la réglementation, peut-être resituer cet enjeu dans la course mondiale à la décarbonation qui est quand même le sujet qui en entraîne beaucoup d'autres, et notamment la question de la lutte contre la perte de biodiversité qui est tout à fait aussi importante, mais un peu moins documentée et un peu moins facile à mesurer. Et en fait, ce défi de la décarbonation, de la lutte contre le changement climatique, a conduit de COP en COP, et notamment lors de la COP de Paris, les États, les continents à prendre des engagements. Et ces engagements, ils sont renouvelés. À la COP de Glasgow récemment, le rendez-vous était d'assurer des instruments de mesure et de suivi et de pilotage de ces engagements climatiques. Et à cette occasion, l'Europe s'est placée aux avant-postes en ayant les objectifs les plus ambitieux, les plus exigeants, ce qui est aussi légitime au regard du fait que si on prend dans l'histoire
parce que ce qui est dans le carbone qui est accumulé dans l'atmosphère, il n'est pas celui de cette année, il est celui de 2 siècles d'énergie carbonée. Eh bien, nous sommes des très bons, des très gros, nous, Europe, des très gros contributeurs au réchauffement climatique et encore aujourd'hui en flux. Donc, dans une logique de responsabilité, l'Europe a des ambitions qui sont très fortes, des exigences qui sont très fortes, et j'allais dire le reste de la réglementation en découle assez largement. De ce point de vue, d'autres continents qui n'ont pas la même histoire non plus, donc je ne les juge pas, ont des exigences qui sont moins fortes. Et donc, ça pose un problème, parce que c'est peut-être ça qui peut être en rebond comme question, ça peut poser une question de concurrence et de modèle économique entre ce que fait l'Europe en essayant d'être exemplaire. J'aime pas tellement le mot parce que c'est pas pour faire les beaux ou les premiers de la classe. L'Europe essaye d'entraîner le monde. L'Europe essaye de montrer qu'il y a une voie technologique, sociale, économique, de développement durable pour que le reste du monde se dise c'est faisable, donc suivons l'Europe et décarbonons-nous aussi pour lutter contre le changement climatique. C'est en ça qu'on peut dire qu'on essaye d'être exemplaire. Et donc la réglementation de ce point de vue-là est aussi plus avancée, plus exigeante. Et pour éviter les effets de dumping, de concurrence déloyale qui ont déjà eu lieu en grande partie, qui ont en partie contribué à une délocalisation de nos industries, c'est-à-dire une forme d'exportation de notre pollution, eh bien, il y a des discussions qui sont en cours autour ce qu'on appelle un mécanisme d'inclusion carbone, mais je ne veux pas être trop technique. En tout cas, une sorte, ce qu'on appelle souvent communément la taxe carbone aux frontières, une manière de dire quand on importe des produits de zones qui n'ont pas les mêmes exigences réglementaires, notamment en matière carbone, eh bien, on les repénalise, d'une certaine façon, on réinternalise le coût caché de ce carbone qui aura été utilisé pour produire le produit en question. Voilà, donc ça c'est assez fondamental dans les mécanismes internationaux. Donc, est-ce qu'on est plus exigeant? Oui, mais encore une fois, en ayant l'ambition que tout le monde aille un petit peu dans la même direction. Sinon, le climat, de toute façon, on le partage, ça c'est certain. Ça, c'est une thématique extrêmement intéressante et je pense qu'on va avoir des questions qui vont être liées à ça. Alors, j'aimerais bien garder au moins un quart d'heure pour les questions-réponses, simplement pour enchaîner. Sabine a dit quelque chose de très intéressant, c'est que la réglementation, c'est bâton. Mais en tout cas, on est persuadé que la carotte est aussi titanesque et qu'il y a un potentiel, un gain de compétitivité et on va appeler ça un ROI environnemental, un ROIE très fort si on s'y met dès maintenant, à la fois au niveau commercial, au niveau gain et attraction des talents, aussi au niveau des investisseurs avec la taxonomie européenne. Est-ce que vous aurez des chiffres clés, quelques études pour essayer de convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus de s'y mettre et qui attendent peut-être la réglementation, que la transition environnementale et sociale, il faut s'y mettre maintenant? Elle est pour qui la question? On continue le carrousel ou Bon, allez, je me lance. Mais il n'y a pas de préséance. Des mesures, c'est difficile. Il n'y a pas le chiffre clé qui dirait c'est plus 20% de chiffre d'affaires et de résultats quand vous faites de la RSE. Ce qui est en revanche très, très marquant dans ce que m'en raconte, mais je suis sûr que Philippe et Sabine auront des témoignages plus précis et surtout plus experts que moi. Mais quand même, je rencontre un certain nombre de chefs d'entreprise qui me disent combien il y a un enjeu dans l'attractivité pour leur entreprise, pour le recrutement et la fidélisation, qui est quand même un enjeu extrêmement fort aujourd'hui, où il y a des tensions sur le marché des tensions pour les employeurs sur le marché de l'emploi, contrairement à d'autres époques. C'est aussi un enjeu d'image, et ça appelle d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des questions sur le sujet, ça appelle aussi une forme de régulation sur l'usage qui est fait de l'allégation
je fais de la RSE, je suis plus comme ci ou moins comme cela, parce que, bien entendu, il y a un enjeu de crédibilité pour le débat public et pour le commerce. Mais en tout cas, on voit que ça se développe énormément, ce qui est bien le signe qu'il y a un intérêt concurrentiel et qu'en tout cas, il ne faut pas être à côté de ce mouvement. Voilà. Mais je n'ai pas de chiffres plus chocs à vous proposer. Mais peut-être Philippe ou Sabine. Alors, peut-être pour illustrer votre propos, Thomas, il y a une étude de Global Tolerance qui montre que 2/3 des jeunes aujourd'hui ne veulent pas travailler pour une entreprise qui n'a pas un impact positif. Alors, ce n'est pas une étude qui a été faite en France, et je pense qu'en France, on n'est pas loin de ce chiffre, mais en tout cas, sur l'aspect talent, en effet, il y a un sujet d'attraction, mais surtout de fidélisation des talents qui est très fort. Alors, il y a quand même quelques chiffres. Dont certains, on les connaît parfaitement bien. Donc, il y a le rapport de France Stratégie que tout le monde connaît, les fameux 13-14% d'augmentation de la performance globale. On ne parle pas de résultats, de performance globale. Alors, c'est peut-être 10, c'est peut-être 17. Effectivement, comme le souligne Thomas, on n'est pas à quelques pourcents près. Ce qui est très important, c'est la tendance. Ça, c'est le premier point. Il y a tout un ensemble de travaux qui ont été conduits par Goodwill Management à la fois sur des entreprises, des associations, des fédérations sportives qui permettent d'approcher et de créer la connexion entre je mets en œuvre des actions concrètes dans mon entreprise, environnementales, sociales, etc., et c'est relutif, etc. Ça, c'est un autre sujet. Il y a une étude en 2012, on l'a mis d'ailleurs, nous, dans notre étude sur la RSE qui est sur site en 2018, la RSE, une aventure humaine. Il y a 2 universitaires américains, Salmon Barnett, en 2012, qui ont sorti une étude, et c'est la fameuse courbe en U. En fait, ils disent quoi? Ils disent qu'il ne faut pas rester entre les deux. Soit une entreprise ne fait rien, et éventuellement avoir. Nous, on a des convictions là-dessus. On sait que ça sera désastreux par rapport à des attentes, et j'y reviendrai très rapidement. Ou bien elle s'engage massivement dans ses actions. Mais le fait de faire des mesurettes et de rester entre deux eaux, ne produit rien et c'est à proscrire. Donc ça, c'est l'étude des 2 Américains en question, Salmon Barnett. Et puis, il y a toutes les conséquences que l'on connaît, Thomas l'a rappelé, et Sabine tout à l'heure, et nous, on le voit tous les jours. Aujourd'hui, des grandes entreprises n'arrivent plus à recruter. Il y a un sujet de recrutement massif dans les boîtes de conseil, etc., chez un certain nombre d'entrepreneurs. Aujourd'hui, une entreprise qui ne met pas en œuvre de manière sincère et de manière visible des actions dans les domaines que nous avons cités, de la RSE, et qui veut chercher de l'impact, aujourd'hui a du mal à recruter. Il y a un sujet de marque employeur massif. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, il y a un sujet aussi pour des entreprises qui ne rentreraient pas dans des phénomènes de transformation et des process de transformation, des sujets Thomas l'a souligné, de dépréciation d'actifs. Nous, on y fait très attention et c'est la raison pour laquelle, et je reprends le terme de Sabine tout à l'heure, nous sommes dans un temps court de transformation, à la fois d'adaptation et de transformation, pour mettre en œuvre des mesures. Je ne dis pas pour obtenir des résultats, mais au moins, comme le dit Jean Jouzel, sur les questions climatiques, se mettre en marche et prendre des actions pour avancer. Donc, il y a tout un faisceau d'actions et de conséquences qui sont-elles chiffrées et non chiffrées, mais à la question, si je mets en place des mesures environnementales, sociales, sociétales, etc., quel est l'impact sur ma valeur intrinsèque? Ça, aujourd'hui, je crains que personne n'y ait répondu de manière carrée et scientifique. Sabine? Non, je n'ai pas de données. J'attends fondamentalement d'avoir des normes comptables qui me permettent de mesurer la performance globale. Et après, on pourra en reparler. Mais voilà, entre-temps, il faudra qu'on fasse avec des indicateurs extra-financiers qu'on ne pourra pas toujours consolider. Voilà. Mais je pense qu'il faut aussi raisonner par secteur. Parce qu'en fait, quand on est sur ces thématiques de RSE et d'impact, il faut s'intéresser à sa filière ou ses filières. Et alors, en plus, la réglementation dont on parlait tout à l'heure, il y a du générique pour toutes les entreprises, mais après, il y en a plein de différentes suivant le secteur et le métier dans lequel on est. Donc, mais pour faire ces choix d'impact, il faut regarder
par secteur. Voilà. Et il y a, puisque la question était de dire est-ce qu'il y a un intérêt à partir plus tôt, enfin, on le voit, les hôteliers, enfin, tout ce qui relève du business B2C aujourd'hui, c'est très concret. Enfin, voilà, il y a avec plein de contradictions du consommateur, enfin, qu'on soit aussi. Mais c'est très concret. En B2B, il n'y a pas un cahier des charges aujourd'hui dans lequel il n'y a pas ces éléments-là. Les banques commencent à noter, qu'elles ne le disent pas forcément, mais elles notent ou elles mesurent la résilience ou l'impact environnemental et social de leurs clients, quelle que soit la taille. Elles ont certes des obligations de le faire pour un certain nombre. Philippe pourra témoigner. Donc, les entreprises ne sont peut-être pas conscientes toujours du fait que déjà dans le quotidien, il y a besoin de pouvoir expliciter ce qu'on fait. Voilà. Donc il y a le fait de se mettre en mouvement, pour moi, il est une nécessité absolue. Après, de se dire quel est l'objectif d'impact qu'on vise, aujourd'hui, chacun, faut le faire à son rythme. Il y a quelque part, quand on parle de RSE, on revient à des sujets. Une entreprise est un écosystème avec son rythme biologique à trouver, quoi. Enfin, c'est et ça, il n'y a que le chef d'entreprise et sa gouvernance qui va le trouver. Un des intérêts que je vois à aborder ces sujets, c'est qu'on ne se place pas dans la même échelle de temps. La relation avec la gouvernance, je peux témoigner pour l'entreprise Air France-Normandie, dès lors qu'on entre dans une logique d'analyse de la performance globale, on n'a plus du tout la même relation avec ses actionnaires, sociétaires. Voilà, et ça, c'est hyper intéressant. Je peux peut-être aussi compléter, si tu permets, Noël, sur d'autres stats. On a sorti en mars 2021 avec le lab BPI France qui produit des études, une étude sur le profilage de dirigeants de PME, en fait, notamment 4 profils de dirigeants de PME, et est ressorti une classe manifestement très forte, à hauteur de 26%. Il y a plusieurs milliers de réponses dans ces études, consultables en ligne, dont le nom, on l'a intitulé « Les capitaines humanistes », 26% des réponses. Et ces capitaines humanistes sont des dirigeants et des dirigeantes de TPE-PME, dont la croissance n'est pas, je dirais, l'objectif numéro un. L'objectif numéro un est de mettre en œuvre des actions harmonieuses au sein de l'entreprise, sur leur territoire, de créer des conditions, une attention à l'environnement, au social. Et la croissance est une résultante, en fait, et il représente 26%. Si on ajoute cette catégorie des capitaines humanistes aux stratèges engagés, qui, eux, sont très attachés à la croissance, mais en intégrant très fortement et en ancrant des mesures et des actions environnementales, sociales, dont on a parlé, on arrive à 44%. Autrement dit, un dirigeant sur deux, nous, dans nos panels d'études, montrent qu'ils sont très attachés à ces mesures sur un plan opérationnel pour les raisons qu'on a citées. Très clair. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on aborde les nombreuses questions qui ont été posées dans le chat et dans l'outil de questions-réponses. Laure, je te laisse choisir. Oui, il y en a pas mal, effectivement. Donc, il y en a notamment une de Studio Flower qui nous demande, et donc je pense que ça s'adresse aussi un petit peu à Thomas, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une mise en place d'une RSE citoyenne européenne? Parce que finalement, un citoyen, c'est un potentiel travailleur et créateur d'entreprise. C'est bien, encore de la réglementation. Non, mais ce qui est certain, c'est que la transformation, elle passe par tous les acteurs, donc tous les acteurs économiques, et y compris les citoyens en tant que consommateurs et qu'acteurs. Peut-être dans l'esprit de cette question, je veux vraiment souligner qu'on est dans un contexte d'augmentation du niveau d'ambition climatique, en tout cas de décarbonation, et que tout le monde va être confronté, en tout cas, à des objectifs rehaussés dans les prochains mois, les prochaines années, rehaussés de baisse, en fait, de baisse plus importante, plus rapide de ces émissions. Et ça va concerner tout le monde à toutes les échelles, de l'échelle individuelle, d'où la pertinence de l'observation qui vient d'être faite, jusqu'à, bien sûr, les acteurs économiques. On a besoin d'engager une transformation beaucoup plus radicale.
Et je me permets de le souligner parce que je suis d'accord avec Sabine. Il y a une entreprise, c'est aussi un écosystème et elle doit aller à son rythme. Mais là, la pression va augmenter et le rythme va augmenter aussi. Et donc, les écosystèmes vont être soumis à une pression pour accélérer la cadence de façon très, très forte et très profonde dans les prochains mois, les prochaines années. Et en effet, mais Sabine l'a dit en début de ces échanges, les petites entreprises, rien de péjoratif dans mon propos, elles ont déjà beaucoup de choses à gérer. Elles n'ont pas la surface pour avoir des fonctions spécialisées dans tous les domaines. Du coup, elles sont un peu moins prêtes probablement ou un peu moins conscientes de ces enjeux. Mais on s'attend à ce qu'il y ait des espèces d'effets dominos au fond des grands groupes qui aujourd'hui parlent tous de la course au zéro carbone à horizon 2050 et qui ont des plans d'action au moins sur le papier, très ambitieux. Évidemment, on les jugera aussi aux résultats, mais ils vont se retourner vers leur chaîne de valeur en amont, en aval, en disant maintenant, j'ai besoin que mes fournisseurs soient beaucoup plus décarbonés parce que sinon, ça va peser sur mon bilan de gaz à effet de serre, qui prend en compte tous ces éléments-là. Et inversement aussi, mes clients, ma ligne de production va évoluer et donc vous n'avez pas le choix, vous vous adaptez, vous prenez mes produits, ou sinon tant pis, je trouverai d'autres clients parce que comme je suis en avance sur de nouvelles obligations, les choses vont aller vite. Voilà. Donc, on est vraiment au seuil d'une accélération très, très importante et ça me paraissait important de le signaler. Mais même si j'ai un peu débordé la question, ça concerne aussi les individus. Donc, je trouve que l'idée est intéressante. Merci beaucoup en tout cas. On a une autre question dans Spectateur Anonyme, du coup notamment sur voilà, le virage de la RSE ou de l'impact pour une entreprise, donc TPE-PME, qui représente effectivement une grosse partie des entreprises françaises. Par quels moyens financiers ou autres peuvent-elles accélérer leur démarche? Donc je pense que Noël, tu as aussi des clés, il y a une double réponse un peu plus institutionnelle, mais dans un premier temps aussi sur l'outil et sur l'accompagnement de ces structures qui sont clés pour le tissu économique français. Noël, peut-être tu peux donner un élément de réponse? Alors, sur les clés d'accompagnement des TPE-PME, là, Sabine aussi aura quelques réponses intéressantes. La question financière se pose, mais elle se pose principalement déjà dans le démarrage de la démarche. Il y a en effet des travaux parfois qui doivent être mis en place, et sur tout ce qui est travaux d'économie d'énergie, par exemple, il y a des aides françaises, il y a des aides européennes, il y a des C2E. L'un des éléments qui aujourd'hui n'est pas forcément en tout temps soutenu financièrement pour les TPE-PME, c'est déjà la première étape, comprendre qu'est-ce que je dois mettre en place, quels indicateurs je dois identifier, qu'est-ce qui est important par rapport à mon cœur de métier. Et ça, aujourd'hui, si on veut vraiment avoir une approche très stratégique, très précise de mes indicateurs à prendre en compte et pour faire l'évaluation, malheureusement, les solutions coûtent assez cher. On va plutôt faire appel à des cabinets de conseil. Alors, bon, chez AI, ça fait partie aussi de nos missions, et l'une de nos innovations, c'est d'avoir automatisé l'identification des plans d'action un peu sur mesure pour chaque entreprise, mais on est capable de le faire en 3 minutes et librement dès votre inscription sur ZEI. Donc là-dessus, il y a le coût de la première étape est en quelque sorte simplifié. Et je pense qu'un deuxième élément, mais on pourra ensuite parler avec les restes des panélistes sur les aides financières qui peuvent exister. La question du coût se pose si jamais, au final, je n'ai pas de ROI, je n'ai pas de gain de compétitivité. Et malheureusement, aujourd'hui, une TPE-PME qui met du temps et de l'argent dans sa démarche n'a pas toujours justement ce gain de compétitivité parce qu'elle n'a pas beaucoup d'outils de communication et de transparence. Alors que pourtant, on a les talents, les salariés, les consommateurs, les grands groupes qui, eux, veulent avoir de la donnée d'impact pour mieux faire ses choix au quotidien. Donc, au-delà des aides, si une entreprise arrive à bien communiquer en toute transparence ce qu'elle fait, ça ne sera pas un coût, ça sera un investissement, même si c'est une TPE-PME. Au-delà de ça, sur les aides financières, au-delà des C2E, Sabine et Thomas et d'ailleurs Philippe aussi, je crois que vous avez tous les trois, à mon avis, des pistes à suggérer. Moi, je peux peut-être effectivement préciser qu'il y a tout un ensemble de dispositifs pour aider les entreprises. Alors, moi, je rejoins totalement les propos de Thomas sur l'accélération par les grands donneurs d'ordre.
aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une préoccupation pour nous, le risque, c'est un décrochage des TPE, PME qui auront du mal à suivre. Donc on a un engagement massif pour aider ces entreprises, les plus petites, pour justement suivre la cadence et monter en compétences et en puissance. Alors, dans une étude, je fais souvent référence à des études parce que ça aide à comprendre, notamment sur le climat. Il y a 3 raisons qui avaient été poussées en avant comme difficulté, effectivement. La première, c'est les moyens financiers. Les petites entreprises ont besoin d'être aidées. Et d'ailleurs, dans les programmes, il y a des tas de possibilités, et en région d'ailleurs, pour aider financièrement la mise en œuvre de plans d'action, je dirais, de démarrage. La recherche de solutions aussi, la technologie. Donc, des solutions, et ça, tu en as parlé, Noël, hein, des solutions technologiques, des plateformes. Ce n'est pas le tout de sortir des outils, il faut qu'ils soient faciles, pédagogiques, et qu'une TPE, une PME puisse les utiliser de manière facile. Il ne faut pas que ce soit un truc infranchissable ou une contrainte. Et puis, le troisième élément, c'était la non-reconnaissance par les clients des mesures. Et c'est un peu le point qui vient d'être cité, c'est que en fait, bien souvent, il y a des entreprises qui mettent en œuvre des plans d'action et elles n'en ont pas les bénéfices, en fait, au sens de la reconnaissance de leurs actions et de la valorisation de leurs actions. Donc, on travaille sur ces questions. Nous, on a des programmes de formation pour aider, pour mettre le pied à l'étrier en sensibilisation, en formation, pour aider les entrepreneurs, TPE, PME, cœur de cible, hein, parce que les plus gros sont généralement des ressources qui permettent d'avancer, pour les aider à structurer des programmes, mais c'est sûr qu'il n'y a pas un ROI immédiat. Hein. C'est la fameuse courbe dont je parlais tout à l'heure de Barnett Salomon, qui est de dire, bah oui, mais on met parfois de l'argent et le retour se fait dans un certain temps, ce n'est pas immédiat. Sur les aides, pardon, allez-y. Il y a pas mal d'aides qui sont à disposition pour des PME. Alors nous, on accompagne des TPE, voire des micro-entreprises, parfois plein d'entreprises unipersonnelles. Donc là, c'est moins facile parce qu'il y a des seuils auxquels ces entreprises ne peuvent pas forcément accéder. Donc moi, j'insiste souvent sur la formation parce que finalement, il y a pas mal d'aides à la formation, soit du dirigeant, soit de ses salariés. Donc, c'est une autre manière pour les toutes petites entreprises d'aider. Après, il y a des enjeux, je profite du moment pour en parler. Je pense qu'il faut considérer ça comme un investissement. Il y a un certain nombre d'investissements à faire, y compris immatériels. Donc, il faudrait trouver les moyens de pouvoir amortir, immobiliser ces investissements. Enfin, il y a peut-être des jeux qui aujourd'hui ne sont pas disponibles. Il y aura sûrement d'autres leviers à inventer. Je pense que voilà, les pouvoirs publics travaillent sur un certain nombre de choses pour accompagner les entreprises. Malgré tout, il faut avoir soit de la conviction que le monde change, soit effectivement se rendre compte que les autres bougent, voilà, à l'image des donneurs d'ordre, etc. Donc aujourd'hui, soit on est dans une catégorie, soit parfois les deux, mais de toute façon, quelle que soit la raison, et je ne juge pas, quelle que soit la raison, il faut bouger. Et je rejoins ces messieurs sur le fait que la vitesse va s'accélérer. Et il ne faut pas que ça soit une logique de chasseur de primes, d'aide, etc. Je pense que c'est un faux sujet. Voilà, on trouvera après l'enjeu. Moi, je plaide pour que toute la profession dont je fais partie, les sociétés de conseil, d'expertise comptable, ont un rôle à jouer pour s'emparer de ces sujets, hein, parce que c'est les acteurs du quotidien des chefs d'entreprise. Voilà, et on parle de mesures, on parle de performance d'entreprise, d'accompagnement, voilà, de modèle d'affaires, hein, puisque le sujet, il est là, c'est comment je fais bouger mon modèle d'affaires. Donc, pour moi, la profession des experts comptables, des commissaires aux comptes et autres sociétés de conseil a un rôle à jouer. Elle le fait déjà pour les grandes entreprises, mais pour les toutes petites, voilà, c'est maintenant qu'il faut… Et je sais que mes confrères et consoeurs s'y intéressent, mais il faut que nous aussi, en termes de profession, on accélère pour que nos clients accélèrent.
Juste un tout petit mot pour vous signaler un site d'information et d'aide justement pour se repérer dans ce maquis d'aide qui s'appelle Mission Transition écologique, qu'on a fabriqué en partenariat avec BPI et l'ADEME pour justement faciliter l'identification des dispositifs d'aide pour les PME, TPE et adossé à un dispositif lié au CCI permettant d'appeler quelqu'un et en principe d'être appelé par un conseiller pour justement engager l'action et avoir quelques repères. Je vois que la référence a été mise dans le chat. Merci beaucoup. On a pas mal de retours, notamment sur le greenwashing. C'est vrai que c'est un sujet très présent aujourd'hui et on comprend les enjeux aussi. On a pas mal de retours sur des grands groupes qui, justement, en tout cas, sont accusés de faire du greenwashing, qui ne sont pas forcément transparentes et qui mettent en évidence une partie de leur action RSE. Qui veut se lancer et prendre la parole justement sur ce sujet qui deviendra, j'imagine, clé pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans la transition écologique ou en tout cas partager leur stratégie RSE. Bon, je vais me lancer alors. Thomas, si vous permettez. C'est un véritable sujet et je crois qu'il ne faut pas biaiser sur ce sujet. Ça veut dire qu'il faut être très cash parce que nous, on en voit les contours et je pense que collectivement, on en voit les conséquences. On parlait tout à l'heure de difficultés de recrutement et de garder certains salariés dans les entreprises. La crise sanitaire avait eu ce petit effet d'accélération. Aujourd'hui, une entreprise qui ne met pas en œuvre des moyens cohérents par rapport à sa communication et qui n'est pas perçue en tant que telle par les salariés, par les hommes et les femmes qui sont dans l'entreprise, c'est désastreux. Ça signifie que certains aujourd'hui choisissent de partir, de quitter le navire et n'arrivent pas à recruter. Il y a des tas d'exemples de grands groupes aujourd'hui du CAC 40 qui sont dans ces difficultés. Et ça, c'est une vraie réalité. Donc, on est vraiment, je pense que, indépendamment de gagner ou perdre des marchés, et là, on est sur du business, de l'activité, il y a un sujet sur l'engagement des hommes et des femmes. Nous, c'est un vrai cheval de bataille parce qu'on sait très bien que les transformations face aux grands défis, c'est majeur à condition qu'il y ait un niveau d'engagement important des salariés dans les entreprises, quelle que soit leur taille, et encore plus dans les plus petites. Ça, on le voit tous les jours. Donc là, il y a un vrai sujet sur le greenwashing. Celles et ceux qui n'ont pas encore compris que faire un site, proclamer un certain nombre de choses, signer des chartes, et que derrière, ce ne soit pas suivi de fait et de manière sincère dans les entreprises, là, elles s'exposent à des conséquences qu'on vient d'évoquer qui sont mais vraiment déjà en marche. Nous, on le constate tous les jours. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très concret et d'un risque majeur pour la survie d'une entreprise et de son développement. Peut-être pour compléter rapidement sur les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, à la fois en tant que consommateur qui regarde une communication d'une entreprise, mais aussi en tant qu'entreprise, pour bien communiquer sa démarche RSE sans que ça soit du greenwashing ou sans que ça soit perçu comme du greenwashing. Il y a 2 règles d'or, il y en a peut-être plus, je vous laisserai compléter, en tout cas de celles qui me paraissent les plus importantes. Le premier, c'est de ne pas communiquer que sur ce qui m'intéresse, mais d'avoir une vision macro. Il faut que je parle à la fois de ce que je fais de bien, mais que je montre aussi les enjeux qui vont être importants par rapport à mon activité, sur lesquels je ne suis pas encore très bon. En faisant ça, je suis honnête sur les enjeux clés, et il y a un niveau de transparence et d'honnêteté qui est en général assez bien accueilli par le grand public. Et ça permet de ne pas masquer ce qui m'arrange. La deuxième règle, c'est de communiquer en valeur relative et pas uniquement en valeur absolue. Et ça, c'est quelque chose qui est un piège dans lequel beaucoup d'entreprises tombent. C'est qu'on va dire, j'ai évité tant de tonnes de CO2, ou alors j'ai tant de véhicules électriques. C'est très bien de parler en valeur absolue. Le problème, c'est que c'est pas du tout comparable. Et ce qui compte pour quelqu'un qui va commander une course en VTC, par exemple, c'est pas de savoir que Uber a 1 million de véhicules électriques sur les routes, c'est de savoir que ça représente peut-être que 1% de sa flotte. Parce que moi, j'ai envie de comparer ma course chez Uber avec un équivalent comme Marcel Cab, qui a peut-être que 500 véhicules électriques sur les routes en valeur absolue, mais ça représente 50% de sa flotte. Et c'est en parlant en valeur relative, en pourcentage de la gamme, en intensité carbone, ou en part des salariés, en taux, on aura quelque chose de cohérent, de pertinent, de compréhensible et de comparable au niveau des parties prenantes.
On a aussi une question du coup d'un spectateur anonyme. Comment convaincre un grand groupe de ne pas limiter sa réflexion à la décarbonation des activités, mais bien d'intégrer les autres enjeux non environnementaux? Peut-être Philippe ou Sabine d'ailleurs qui peut en parler. Alors, je vais donner l'exemple de BPI France. Toujours plus facile de parler de ce qu'on connaît bien, hein, voilà. Nous avons, et je vais paraphraser Thomas, chez BPI France, et vous le savez bien, une culture très transverse de la RSE. Ça signifie que dans nos textes fondateurs, dans nos convictions, à la fois l'environnement, le social et la gouvernance sont des enjeux majeurs. Néanmoins, on a un prisme très fort en tant que Banque du climat des entreprises, hein, Banque du climat que l'on partage avec la Caisse des dépôts et la Banque des territoires. On a un prisme très fort sur le climat. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu aussi majeur d'innovation, de résilience et de transformation du paysage, sur lequel, là, il faut mettre, excusez-moi l'expression, le paquet, hein. Donc, et pour toutes les entreprises, sachant que nous, on est ce que l'on dit souvent, l'école de la République. Ça signifie qu'on veut embarquer toutes les entreprises dans cette transformation, hein, de la plus petite au plus grande. Mais ça veut dire que ce n'est pas contradictoire. Ça veut dire qu'on peut très bien on peut très bien mener des actions. Par exemple, les services, les sociétés dans le service ont un prisme naturellement plus social. Sabine parlait tout à l'heure de l'approche sectorielle. D'autres secteurs, comme l'agroalimentaire, l'industrie, ont peut-être une attention aussi, bien sûr, au social, mais à l'environnement, hein, et au climat. Donc, tout ceci n'est pas contradictoire. C'est une question de hiérarchisation un peu des enjeux, de mise en œuvre des moyens pour arriver à un résultat. Donc pour moi, ça se marie très bien et nous, on le vit de cette manière chez BPI France avec un scope très marqué sur le climat, naturellement, sur notre plan climat. Super, merci beaucoup. Alors, je vois l'heure qui passe. J'imagine que vous avez peut-être d'autres rendez-vous qui s'annoncent. Il y a énormément d'autres questions. On ne pourra pas y répondre aujourd'hui, malheureusement, mais je vais laisser un petit mail de contact si jamais vous voulez creuser le sujet avec nous. Ce qui va être fait dans tous les cas, c'est qu'on va vous envoyer le replay très rapidement pour que vous puissiez revoir cette conférence et si jamais pouvoir nous poser des questions aussi directement par mail. Voilà, merci beaucoup. Peut-être que Noël, le mot de la fin pour remercier nos invités. Écoutez, Sabine, Philippe et Thomas, merci beaucoup d'avoir participé. Et on enverra le lien à tous ceux qui souhaitent suivre en replay. Et s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu, n'hésitez pas à nous l'envoyer. On verra si on peut vous répondre après coup. Merci à tous. En tout cas, beaucoup de spectateurs aujourd'hui. Merci Sabine, Philippe, Thomas et Noël d'avoir participé à cette conférence. À très vite, j'espère. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci.